Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 14 avril. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Marc. Dans ces titres, une secrétaire d'État en visite à Toulouse aujourd'hui. Europe Écologie Les Verts en campagne électorale pour les européennes. Et enfin, du sport avec un stade toulousain mi-figue, mi-raisin. Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à l'enseignement et à la recherche, était au CNES aujourd'hui pour défendre la recherche spatiale au niveau européen. Un reportage signé Marie Larpent et Pierre Bellucci. Une souveraineté politique, scientifique et économique. C'est ainsi que Geneviève Fioraso analyse le spatial, un domaine qui, selon elle, doit s'appréhender à l'échelle européenne. Bien sûr, si on veut avoir la masse critique pour exister et continuer à exister, à être aussi bon, parce qu'il faut le dire, nous sommes bons en France, face aux États-Unis, face aux pays émergents, eh bien il faut avoir une coopération européenne renforcée. Alors c'est le rôle de l'ESA, aux côtés du CNES où nous sommes aujourd'hui, et puis des industriels, donc les opérateurs, les industriels, mais c'est le rôle également de l'Union européenne. Il faut que nous joignions tous nos efforts pour être davantage européens et plus forts au niveau international, parce que la compétition en particulier américaine est très forte, et elle se fait aussi avec un fort accompagnement public, puisque la NASA soutient fortement non seulement la recherche, mais également son industrie. Avec plus de 2,1 milliards d'euros, les 3/4 provenant de l'État, le budget du CNES n'a jamais été aussi élevé, un chiffre qui relativise la mauvaise santé du secteur, au moins au CNES. Le spatial ne va pas mal. Vous savez, quand on a un budget qui est en légère augmentation, un budget de la recherche avec de l'argent public en légère augmentation, alors que quand même la tendance est plutôt à une décroissance. Je rappelle que 80% du budget du CNES partent dans l'industrie, donc c'est une bonne chose pour l'industrie. Alors après, il peut y avoir parfois des contrats qui sont gagnés, d'autres qui ne le sont pas, mais c'est très bien. Les 2 années que nous venons de connaître ont été particulièrement remarquables parce qu'il y a eu beaucoup de décisions de prise, beaucoup de soutien apporté à notre établissement. Après sa visite du CNES, Geneviève Fioraso s'est rendue à la Cité de l'Espace pour l'ouverture de la conférence 2014 des parlementaires européens de l'espace. Et l'Agence spatiale européenne a sélectionné Airbus Group pour la prochaine génération de satellites européens d'observation à charge utile optique. Cela représente un contrat de près d'1,5 milliard d'euros. Le groupe Europe Écologie Les Verts part en campagne pour les européennes qui se dérouleront dans 5 semaines, Jean-Marc. Et oui, et pour la grande région sud-ouest qui regroupe Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon, la liste est menée par José Bové, suivie de la Toulousaine Catherine Grèze, tous deux eurodéputés sortants. La base de leur programme, la transition énergétique et un Parlement fort. Le repli sur soi ne règle ni la crise de l'emploi, ni les conflits sociaux et environnementaux. C'est le message passé par José Bové en visioconférence depuis Montpellier avec Bordeaux et Toulouse, les 3 capitales régionales de l'Euro-région Sud-Ouest. Tout en combattant les politiques d'austérité européennes, Europe Écologie Les Verts défend l'intérêt de l'Europe pour répondre à la crise en s'appuyant sur un programme ambitieux de transformation écologique énergétique de la société. C'est-à-dire avec des politiques européenne à la hauteur et un véritable budget européen, ce que nous n'avons pas, d'investir donc profondément dans une transformation énergétique écologique, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique et régler les questions environnementales tout en créant énormément d'emplois et donc une réponse aussi sociale à la crise. Parmi les propositions des Verts, rendre l'agriculture durable en affectant 50% de la PAC à l'agriculture paysanne et aux circuits courts, réguler la finance et éliminer le dumping fiscal à travers l'harmonisation fiscale ou encore mettre en place un salaire minimum européen. Les idées sont là, mais pour qu'elles puissent s'appliquer, il faut construire une véritable démocratie dans une Europe trop libérale, selon les Verts. L'Europe est libérale et ça ne nous plaît pas. Mais ce que nous demandons, c'est plus d'Europe, c'est-à-dire plus de pouvoir à l'Europe. Plus de pouvoir, quand je dis à l'Europe, ça veut dire plus de pouvoir à une Europe démocratique, c'est-à-dire aux représentants des citoyens que sont les parlementaires européens. Et non pas, évidemment, une Europe comme elle l'est actuellement, vous le pointez bien du doigt, qui, en réalité, se résume trop souvent à un Conseil des ministres qui négocie entre
fait en sorte que les citoyens, du coup, voient qu'il y a un véritable enjeu au niveau européen, s'intéressent plus à l'Europe, voient que le véritable pouvoir politique est bien là, et du coup, on peut agir évidemment. 15 eurodéputés verts siègent actuellement au Parlement, parmi lesquels José Bové et Catherine Grèze, les 2 eurodéputés verts sortants sur les 10 de l'Eurorégion Sud-Ouest, tous partis confondus. Le 25 mai prochain, les Verts ont pour ambition de dépasser leur score en 2009 dans le Sud-Ouest, soit 14,53%. À la mairie de Toulouse, les nouveaux élus prennent peu à peu possession des lieux, Jean-Marc. Et oui, c'est le cas de la Benjamine, de la liste de Jean-Luc Moudin, que Charlotte Boudard, qui a découvert la semaine dernière son tout nouveau bureau, rue de Rémusat. Elle est en charge de l'économat et de l'imprimerie. Un portrait signé Jérôme Bolloc. Une journée pas tout à fait comme les autres pour la Benjamine du conseil municipal. Elle va découvrir pour la première fois son bureau au 17 rue de Rémusat, une sorte de baptême pour cette sage-femme dans le civil. Ça me fait tout drôle parce que j'ai jamais eu de bureau à moi, donc de toute façon, tel qu'il soit, il sera vraiment, à mon avis, je pense qu'il sera parfait. Il ne manque plus qu'à faire prendre ses marques, s'installer et puis voilà. Donc un bureau très chaleureux. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est parfait. Charlotte Boudard viendra en moyenne 1 jour par semaine à sa délégation. L'économat et l'imprimerie lui ont été attribués. Elle n'a pas encore tous les tenants et aboutissants de sa mission. C'est pas encore trop défini pour moi, j'entends beaucoup de choses et donc j'attends d'avoir un rendez-vous avec la responsable qui va vraiment m'expliquer un petit peu ce qu'ils attendent de moi et ce que je vais réaliser. Pour être tout à fait honnête, je réalise pas encore tout à fait parce que je me suis pas mise franchement au travail parce que j'ai pas encore palpé vraiment de façon concrète ce que j'avais à faire. Mais petit à petit, il n'y a pas de problème, on va réaliser. Mais c'est beaucoup d'inconnus et beaucoup de découvertes et c'est ce qui me plaît. C'est un nouvel équilibre à retrouver. Prochainement, le nom de cette jeune femme sera inscrit sur cette plaque. Une étape supplémentaire dans la vie de cette élue de 28 ans. Suite au municipal, les recours se suivent et se ressemblent. 21 villes en Haute-Garonne sont en effet concernées par des recours. Nous vous parlions il y a quelque temps de ceux engagés dans les villes emblématiques comme Colomiers et Blagnac. Et oui, et il y a une 3e grande commune qui ira devant le tribunal administratif. Il s'agit de l'Union, où la liste d'opposition aimerait bien rejouer le scrutin. Après les 7 mandats de Georges Benet, c'est Marc Perret qui a gagné l'élection. Le candidat de gauche, il l'a emporté le 30 mars. Dernier, avec une assez confortable avance, sa rivale Nadine Morin compte pourtant bien annuler cette élection. Elle a déposé un recours pour irrégularité. Les explications avec Marlène Canal. Nadine Morin, la candidate d'hiver droite de l'Union, en est persuadée, et ce depuis le premier tour. Des habitants de l'Union n'ont pas pu voter aux dernières municipales. Après 2 observations au premier et au second tour, elle réunit nombre d'attestations et décide de déposer un recours auprès du juge administratif. Nous avons creusé un peu et nous sommes aperçus que 900 personnes avaient été radiées, donc à la suite d'une révision électorale, ce qui se fait dans toutes les communes tous les ans, puisqu'il y a une commission électorale qui permet donc de réviser ces listes-là, et nous nous sommes rendus compte que cette commission avait donc proposé 900 radiations et des personnes qui habitaient l'Union qui malgré donc ces radiations avaient changé de rue mais pas de commune. Elle dénonce également la constitution de la commission qui ne serait pas légale. 2e point de son recours, un cas de propagande électorale. Un candidat aurait été présenté plus souvent que préconisé en cette période délicate. Du côté de Marc Perret, le maire élu à 43,93% qui a appris la nouvelle par voie de presse, on prône le calme et le rassemblement. On est assez surpris, mais effectivement nous on a mené une campagne digne et sereine. Pendant toute la période, les Unionnais ont pu en juger. Donc nous considérons, comme je l'ai dit, qu'il est temps effectivement de repartir au travail et de rassembler la ville. C'est à la justice d'en juger. Et, nous attendons de connaître les éléments, mais nous ne sommes absolument pas inquiets, vu notamment l'ampleur de notre victoire, puisque nous avons 800 voix d'avance sur le second. Le tribunal administratif devrait rendre sa décision d'ici 2 à 3 mois. Faudra-t-il peut-être que les Unionnais repassent aux urnes et fassent basculer ou pas le résultat?
Et le nombre de recours en 2014 est moins élevé qu'aux élections de 2008. La plupart des requêtes concernent la propagande électorale plus que le dépouillement. Et oui, et qui peut déposer un recours et pour quelles raisons? Quel est le délai de décision? C'est un peu ce que l'on pourrait appeler le troisième tour de l'élection. Explication avec Sophie Voinis. Après le premier tour des élections, le second tour, l'élection du maire lors du conseil municipal, c'est maintenant le débat devant le juge administratif. Les recours, c'est en quelque sorte le quatrième tour des municipales. Qui peut déposer un recours après une élection? C'est les personnes qui engagent des recours, c'est soit les membres de la liste battue, soit un électeur de la commune qui, en qualité d'électeur, peut saisir le tribunal administratif et dire « je considère que l'élection n'a pas été réalisée selon les règles qui doivent présider à son déroulement ». Le délai pour déposer un recours est de 5 jours à compter du résultat définitif de l'élection. Certains dossiers pourraient donc être considérés comme irrecevables car tardifs. Pour quelles raisons peut-on déposer un recours? Les deux sont cumulativement nécessaires. Un écart de voix étroit et par ailleurs une raison tenant à la conduite de la campagne ou tenant au déroulement même de l'élection. Pression et ou manipulation, une fois démontrées bien sûr, peuvent être considérées comme recevables dans le dépôt d'un recours. Si par exemple on démontre que des personnes ont été conduites à voter différemment de ce qu'elles avaient souhaité ou à ne pas voter, ou à voter alors qu'elles ne voulaient pas voter parce qu'elles ont été sollicitées au dernier moment, ça peut être considéré comme une pression inadmissible. Le code électoral considère ainsi qu'à partir du vendredi précédant l'élection à minuit, aucune démarche particulière ne doit être conduite par l'une ou l'autre des listes en compétition. Coups de téléphone ou pression peuvent être un facteur déterminant l'annulation de l'élection. Le délai de décision du tribunal est d'environ 2 mois, les jugements étant susceptibles d'appel devant le Conseil d'État. Les nouvelles élections, si elles ont lieu, se rejoueront donc autour du mois de septembre. À noter que le code électoral exclut toute demande de dommages et intérêts. Enfin, si l'annulation porte sur la totalité de l'élection, on rejoue tout depuis le premier tour et avec l'ensemble des listes en compétition. Aux dernières municipales de 2008, les élections avaient été rejouées à l'Union. Et en Midi-Pyrénées, l'ancien maire d'une commune qui avait acheté des votes pour obtenir son élection a été sanctionné et déclaré inéligible pendant 5 ans. La semaine dernière, le nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan a accueilli les premiers patients en consultation au pôle céphalique qui regroupe les spécialités ORL, ophtalmologique et chirurgie maxillofaciale. Et oui, et pour rappel, la construction de cet établissement a été l'un des plus importants chantiers hospitaliers en France de ces dernières années, avec une superficie de 85 000 m², 600 lits et places, dont plus de 80% de chambres individuelles. Pascal Soler, vous-même, vous êtes allé recueillir les impressions des premiers patients et des personnels au sein du pôle céphalique totalement réorganisé. ORL, ophtalmologie et chirurgie maxillofaciale, ce sont les 3 spécialités du pôle céphalique du nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet. Une centaine de médecins et 240 agents sont désormais installés et accueillent les premiers patients dans l'établissement. Les consultations programmées ont été séparées des urgences pour une meilleure fluidité et le nombre de lits a été réduit. On va avoir des hospitalisations plus courtes, avec une ambulatoire qui va se développer, ce qui va être un confort à la fois pour les malades et pour les chirurgiens. Et on va avoir des durées d'hospitalisation qui vont être réduites. Donc l'effort est fait sur la réduction des durées d'hospitalisation, sur la performance du matériel, mais aussi sur des efforts informatiques comme le dossier médical informatisé qui va faire gagner du temps, avoir toutes les données sur le même serveur, une plus grande fluidité dans l'échange des informations. En augmentant les hospitalisations ambulatoires et donc les consultations, la charge de travail des agents va augmenter, mais pas le nombre d'heures. Les infirmières ne vont pas faire plus d'heures, non, elles font le même nombre d'heures. Après, c'est l'organisation qui a été répartie de manière différente. Et nous avons quand même gagné du personnel en plus qui va arriver au mois de mai. Première impression positive du côté des patients, séduits par la modernité du bâtiment. C'est bien indiqué, c'est clair, c'est assez vaste. Pour se garer on est pas mal. Et surtout pour les enfants, donc au niveau des ascenseurs, pour accéder aux étages et tout, c'est plus vite et plus rapide. À Purpan, lorsqu'on va de notre chambre au bloc opératoire, on passe dans des endroits pas très catholiques, je dirais. Et là, je pense que le fait que tout soit neuf, bien évidemment, ça sera dans de meilleures conditions et ça aide le patient
son appréhension de l'opération. Dans quelques jours, c'est le pôle neurosciences qui commencera à déménager, suivi du pôle locomoteur à la fin du mois, unité qui regroupe la chirurgie orthopédique et traumatologique ainsi que la rhumatologie. Les 3 pôles devraient être opérationnels à la fin du mois de mai. Allez, c'est un moment qui va vous plaire maintenant, Jean-Marc, puisqu'on va ouvrir une page de sport. Mais tout à fait. À présent, avec une très belle victoire pour commencer, celle du Toulouse Olympique 13 et qui a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe de France de rugby à 13, bien sûr, en s'imposant face à Carcassonne 46-10. Et toujours rugby, mais parlons maintenant de rugby à 15 et de handball avec Pierre Bellucci. Le match entre Toulouse et Brie va d'abord commencer par une minute de silence en hommage à l'ancien maire Dominique Baudis. Après une bonne entame de match ponctuée par 2 pénalités, les Toulousains peinent à concrétiser leurs actions. Malgré une nette domination en termes de possession de balle, les hommes de Guinoves devront attendre la 39e minute et un essai d'Océaguirre pour rejoindre les vestiaires avec un avantage de 10 points. 13-3 à la mi-temps et puis plus rien. Suite à une pénalité briviste à 8 minutes du terme, les Toulousains se font même très peur jusqu'au bout en restant à la portée d'un essai transformé, synonyme de match nul. Grâce à une bonne défense, les stadistes l'emportent finalement 16-9. Une victoire sans la manière et acquise dans la douleur qu'il faudra confirmer dès la semaine prochaine. En tout cas, un match qui compte au classement, un match qui était très important pour nous. Et 4 points qui font vraiment du bien. On essaie de faire avec les armes qu'on a. Je pense qu'on a les ressources nécessaires pour aller chercher cette fin de championnat. Donc voilà, ça va être encore un très très gros combat le week-end prochain. Ouais. À l'issue d'un quart de finale épique conclu au tir au but, le Phoenix Toulouse Handball a été éliminé de la Coupe de France. Face au PSG champion de France en titre, les coéquipiers de Jérôme Fernandez ont offert un festival de buts au public du Palais des Sports. Malgré un 8-0 subi juste avant la pause, les Toulousains s'accrochent et reviennent peu à peu dans la rencontre. Face à la pléiade de stars parisiennes, les joueurs du Phoenix jouent de manière décomplexée et mettent à mal la défense adverse. Les Toulousains sont même tout près de remporter la victoire grâce à 2 buts d'avance à 1 minute 20 de la fin du temps réglementaire. Mais c'est sans compter sur Lucas Ballot, auteur de 2 exploits personnels dans les toutes dernières secondes. Après une interminable séance de pénalty et 8 tirs de chaque côté, les Toulousains finissent par craquer. Une défaite 43-42 très cruelle pour les joueurs de Joël Da Silva qui vont devoir très vite se reconcentrer sur le championnat puisqu'ils vont se déplacer 2 fois lors des 2 prochaines journées. Et pour être tout à fait complet, le TFC a perdu toute chance de qualification pour l'Europe en s'inclinant 2-0 face au FC Sochaux, club relégable en Ligue 2. Le TFC est désormais 9e du championnat. Culture et bonne action maintenant, l'exposition plurielle ouvre ses portes jusqu'au 7 mai à l'espace Trintoto de Toulouse. Les artistes reverseront à l'association Le Ruban de l'Espoir qui lutte contre le cancer du sein 30% de la vente de leurs œuvres. Et oui, et chaque artiste devrait répondre à une thématique simple, la femme et son corps, par le biais de peinture, de sculpture, encore de design et même de photographie. Des images signées Nathalie Wittezak et Aurelio Roda. Pas facile à dire. Ouais, et on regarde ces belles images d'ailleurs. Ça vous intéresse, Pascal, d'acheter pour la bonne cause? Je préfère écouter la musique qui suit. Très bien. On finit avec un peu de musique, justement, avec le groupe d'électro anglais Métronomie, qui sera au Zénith de Toulouse le 25 avril prochain. Et mon petit doigt me dit que tous les teenagers vont essayer d'y aller. Accompagnés de leurs parents. Je sens que ça vous plaît. Oui, et j'y serai sûrement. Très bien. Eh bien, nous serons là pour vérifier. Merci à vous, Pascal. Demain, vous retrouverez dans cette édition. Merci. Vous retrouverez Jérôme Bollock. À demain.